Bienvenue, Doc Seb. Bienvenue Christy. Alors aujourd'hui, on parle d'un trouble de la personnalité, le trouble borderline. Quels sont les signes du trouble de la personnalité borderline? Justement, on le voit avec toi, Doc Seb, Sébastien Garnero, docteur en psychologie, sexologue et hypnothérapeute. Alors, quels sont ces troubles exactement? Alors, les troubles de la personnalité borderline, qu'on appelle aussi troubles de la personnalité limite en français, ça se caractérise déjà par une tendance assez constante à l'instabilité. Ce sont des personnes très instables et à l'hypersensibilité, notamment dans les réactions avec les autres. L'instabilité au niveau de l'image de soi, au niveau des fluctuations de l'humeur qui peuvent parfois être extrêmes, et de l'impulsivité. Donc, ça repose, on va dire, le diagnostic sur plusieurs signes qu'on peut voir, qui sont des tendances parfois persistantes à avoir des troubles par rapport à leur image d'eux-mêmes, des émotions souvent très instables, très extrêmes, ce qu'on appelle une forme de dysrégulation émotionnelle et l'impulsivité prononcée. Ensuite, on va voir des caractéristiques assez précises, notamment des efforts pour toujours éviter l'abandon, alors qu'ils soient réels ou imaginaires, donc des personnes très sensibles à la question de l'abandon, qui d'ailleurs vont être souvent des ruptures, voire les créer, des relations instables mais intenses, qui vont alterner souvent entre idéalisation de l'autre et dévalorisation. Là, on peut voir un lien avec la perversion narcissique, mais il ne s'agit pas de ça, parce que y a quand même aussi une dévalorisation d'eux-mêmes dans ce registre-là, et il n'y a pas forcément cette volonté perverse, comme dans la perversion narcissique. Une impulsivité, là, par rapport à eux-mêmes, on peut le voir, et puis par rapport à des mises en danger d'eux-mêmes. On peut voir aussi des troubles associés avec des addictions qui peuvent être fréquentes. On peut avoir aussi chez ces personnes des menaces ou des gestes suicidaires, voire des automutilations, des fluctuations d'humeur, donc qui vont durer de quelques heures à quelques jours parfois, mais c'est différent quand même des troubles bipolaires. Un sentiment de vide, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont aspirées, qui supportent difficilement ce vide, des formes de colère, de rage parfois inappropriées, et puis il peut y avoir aussi des tendances légèrement paranoïdes, c'est-à-dire de surinterprétation avec quelques symptômes un peu qu'on appelle dissociatifs, qui vont être déclenchés par le stress, par la crainte de la rupture ou autre. Alors, comment savoir si nous sommes borderline? En gros, si on présente toutes ces caractéristiques, il y en a à peu près une dizaine, on a de grandes chances de l'être. Après, c'est un diagnostic qui n'est pas évident à poser, puisque ça se situe entre la névrose et la psychose. C'est pour ça qu'on parle de troubles à la limite, borderline, où il y a un mixte de troubles à la fois névrotiques et limite psychotiques. Donc, c'est pas si simple que ça. Là, il faut vraiment, je dirais, des personnes qui soient très formées sur ces questions, et puis qui aient l'habitude aussi de ce lien transférentiel particulier où le borderline, il va être aussi à la limite dans le cadre. Par exemple, thérapeutique, c'est des personnes qui sont jamais présents à l'heure, qui appellent n'importe quand, qui envoient. Enfin voilà, il y a toujours une tentative de déstabilisation du cadre, en général thérapeutique, ou même de la relation affective avec quelqu'un. Comment pense un borderline finalement, Doc Seb? Alors, il pense souvent dans des extrêmes où il est happé par je dirais, l'émotion du moment et aussi cette forme d'hypersensibilité émotionnelle qu'il peut avoir. Et donc, c'est pas toujours rationnel. Et parfois, un rien peut le déclencher, une contrariété, une frustration qui peuvent complètement le faire disjoncter. Donc, c'est d'où l'impulsivité. Donc, c'est des personnes qui ont parfois du mal à être dans des formes de rationalisation,
et à s'apaiser. Donc, il y a quand même toujours une forme d'envahissement un peu par des émotions négatives à un moment donné, qui est compliqué. La mentalisation, ça va pas forcément de soi chez eux, même si ça doit être un objectif thérapeutique, évidemment. Et pourquoi et comment devient-on borderline? Est-ce qu'on est borderline ou est-ce qu'on le devient? Il y a un déclencheur qui fait qu'on devient borderline? Alors, on ne devient pas borderline, je dirais. C'est quelque chose qui s'est construit. Alors, on parlait de problématiques de carence aussi, qu'on peut voir. Il y a souvent des histoires assez complexes au niveau de l'enfance, avec des discontinuités, avec des liens paradoxaux au niveau familiaux. On peut retrouver comme ça des troubles de l'attachement aussi au premier plan. L'attachement alors de base, c'est-à-dire dans les premiers liens à l'autre. On va percevoir ces problématiques-là très tôt, souvent, mais qui vont se déclencher en général au décours de l'adolescence, jeune adulte, quand là, ils vont être confrontés finalement au fait d'être sujet de leur vie. Jusqu'alors, ils étaient un peu entourés par le cadre familial quand il était présent, mais là, il va y avoir souvent des décompensations à ce moment-là. On va le voir aussi dans des relations parfois affectives, amicales ou amoureuses très conflictuelles, très problématiques. On dit souvent que la personnalité d'une personne se construit entre 0 et 13 ans. Est-ce que cet âge est déterminant pour un adulte futur? Alors oui, j'ai envie de dire même c'est entre 0 et 3 ans, l'attachement vraiment de base. Après 0-6 ans, on est vraiment dans cette construction. Et 0-13 ans, on va être dans ce lien aussi à l'autre qui va continuer à se construire. Oui, c'est une période essentielle, et notamment, je dirais, dans les interactions précoces, très jeunes, ce lien de base sécure que n'ont pas en général les personnes qui présentent des troubles borderline. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont aussi sensibles à l'affect, au sentiment de vide. C'est-à-dire que dès qu'il y a ce décrochage un petit peu par rapport à l'autre, il y a un sentiment de menace très très forte et qui va parfois prendre l'autre d'ailleurs comme objet de persécution malheureusement. Donc c'est tout à fait juste. Alors, quelles sont les conséquences justement sur une personne qui vit avec une personne borderline? Alors, les conséquences, elles sont pas évidentes parce que on va constamment être dans ce tumulte et ces perturbations de l'autre où un rien peut le déclencher. Ça peut être une parole, ça peut être une mauvaise interprétation, un malentendu. Et c'est vrai que c'est souvent assez compliqué par rapport à ces personnes qui vont être dans cette hypersensibilité à ce que va faire ou dire l'autre. Et parfois avec des fausses et des mauvaises interprétations de la relation. Donc, c'est souvent très complexe de pouvoir vivre avec des personnes borderline, ça, c'est clair. Comment calmer une personne borderline? Alors, ce qui est important déjà avec les borderline, c'est d'établir des limites assez saines de ce qui. Alors, je parle aussi même globalement de l'entourage de la famille. C'est ce qui est acceptable et ce qui l'est pas. Parce que si on laisse trop de marge à ces personnes dans le cadre familial ou même amoureux, eh bien, elles vont constamment empiéter et aller de plus en plus loin pour repousser ces limites. C'est pour ça qu'on parle aussi de pathologie des limites. Donc, c'est vraiment de poser des limites claires par rapport au comportement, aux attitudes, aux paroles qui sont acceptables ou pas, et de le faire de façon ferme mais calme. Parce que on entrevit dans une escalade avec ces personnes. D'ailleurs, c'est parfois ce qu'elles recherchent, cette escalade, on va dire, émotionnelle, affective, et qui devient délétère parce qu'elle peut amener à des passages à l'acte, parfois violents. Et ils sont dans des moments parfois de dissociation, qui peuvent. On sent qu'il y a comme un voile, comme s'il vrillait à ce moment-là. Et donc là, il y a vraiment des limites importantes à mettre, en les rassurant aussi. Mais les choses, je dirais, par contre, à ne pas faire, c'est pas lui donner des ultimatums,
pas tolérer un comportement abusif. Aussi, pour certains, il y a une nécessité de mettre en place des traitements alors médicamenteux parfois, parce qu'il y a des instabilités de l'humeur qui peuvent arriver, parce qu'il y a aussi des dépressivités aussi, qui est quand même importante. Et puis pas le réduire non plus à ce trouble-là. Je dis ça parce que c'est important aussi de considérer la personne de façon beaucoup plus globale. Voilà en gros, et puis se faire aider, je pense que c'est important aussi qu'il puisse y avoir une aide aussi pour les personnes, notamment entourage familial, qui sont dans ces liens-là, parce qu'il y a une dynamique qui peut se créer différemment. Mais ce trouble se déclenche à quel âge ? En général, alors on peut le voir au décours de l'adolescence, mais en général, c'est quand même jeune adulte qu'on le perçoit beaucoup plus clairement. Même s'il y a des cas d'adolescents, on peut se poser la question d'enfants parfois, mais bon, c'est quand même globalement plus une pathologie adulte qu'on voit de plus en plus fréquemment d'ailleurs. Alors, lorsque tu expliques justement cette pathologie, on voit qu'il y a deux polarités. Est-ce qu'il y a des thérapies pour les borderline ? Alors oui, il y a des thérapies. Alors, ce qui compte avant même la thérapie, c'est le thérapeute. J'ai envie de dire, il faut vraiment que la personne soit expérimentée, qu'elle connaisse bien les problématiques, la pathologie, et puis qu'elle puisse amener, alors après, au travers de différentes thérapies, alors on peut dire qu'il y a des thérapies qui fonctionnent bien, alors notamment les TCC, les thérapies comportementales, ou les variantes qui sont des thérapies dialectiques, qui fonctionnent bien. Ce qui est important, c'est surtout, ça peut être aussi avec des approches psychodynamiques, ce qui est important, c'est de pouvoir donner à ces personnes aussi des outils pour pouvoir s'auto-apaiser ou auto-réguler leurs émotions. Donc ça, c'est tout à fait important dans ce travail de prévention, qu'ils apprennent à mieux se connaître. Et donc, ça peut être des outils à base d'autorelaxation, le travail respiratoire, sur des réassociations cognitives, sur pouvoir comprendre un peu les déclencheurs qu'on peut avoir. Donc, c'est tout un tas de ficelles et de petits outils qu'on peut leur donner. Et puis, dans le cadre aussi d'une continuité, parce que c'est quand même aussi des personnes qui vont avoir tendance à commencer une thérapie et puis arrêter très, très vite. Ça va avec leur fonctionnement un peu discontinu, et reprendre un peu ces questions-là. Donc, il y a aussi des thérapies qui sont plus basées sur ce qu'on appelle les schémas, parce que ce sont des personnes qui sont des schémas de répétition, et donc de percevoir un peu quels sont les schémas qui les dirigent. Certains, c'est ce qui va les déclencher, c'est l'injustice. D'autres, ça peut être un sentiment, on va dire, de carence, d'abandon. D'autres, ça peut être la frustration. Donc, on va aussi identifier un peu les différents schémas qui mettent en place pour les aider justement à casser un peu ces scénarios, et puis petit à petit à retrouver un fonctionnement, je dirais, plus serein avec l'autre. Est-ce qu'un borderline peut vraiment aimer une personne ? Alors, oui. Mais c'est souvent passionnel, conflictuel et très déstabilisant, alors à la fois pour cette personne, mais aussi pour l'autre. Et ça peut être parfois même très destructeur. Donc, c'est toute la problématique amoureuse, d'ailleurs, qui on va dire, alterne entre fusion et arrachement et rupture. Donc, en revanche, c'est quand même assez compliqué de construire quelque chose avec quelqu'un qui présente ces troubles, notamment parce que rares sont ceux qui vont quand même faire des démarches de compréhension par rapport à leurs problématiques, quoi. Doc Seb, on sait que les troubles de la personnalité sont prépondérants, un petit peu partout dans le monde. Est-ce qu'il y a un pourcentage de personnes borderline ? Oui, alors il y a des études épidémiologiques qui, dans des études multicentriques ou longitudinales, on s'aperçoit qu'il y a à peu près
1 à 2% de personnes qui présentent des troubles borderline. Et on le voit en augmentation un peu durant ces dernières décennies. On peut se poser la question de ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu sociétal aussi, au-delà de ça, qui crée aussi cette instabilité. Alors, on pourrait parler de parfois la dislocation un peu des familles, ou une assurance de stabilité moindre. En tout cas, on s'aperçoit qu'il y a quand même une augmentation. Alors, il y a aussi le fait, au-delà de ça, qu'auparavant, on ne diagnostiquait pas. Donc c'est aussi de ce fait-là qu'il y a quand même une augmentation, c'est qu'on connaît mieux les troubles et puis on arrive mieux à les diagnostiquer. Sachant que chez les borderline, il peut y avoir souvent ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire d'autres troubles qui s'associent. Donc ça, c'est aussi important à prendre en compte. Est-ce que justement, s'il y a une prise en charge qui est faite avec une personne souffrant de cette pathologie, est-ce que cette maladie peut être totalement rémédiable? Alors, totalement, rarement, mais en tout cas, il y a une stabilisation. Je dis ça parce que ça a tendance à former une forme de structure un peu, de personnalité. Il y a des phases aiguës et puis il y a quand même un type de structure de personnalité qui reste quand même en toile de fond. Donc après, ce qui compte, c'est de pouvoir vivre avec aussi cette problématique-là. Sachant qu'il y a, je dirais, il y a tout un tas de personnes qui ont un travail, qui sont dans leur vie affective assez stable ultérieurement. Mais pour ça, il faut qu'il y ait déjà une reconnaissance de leurs difficultés et une adhésion au traitement quel qu'il soit, c'est-à-dire se reconnaître aussi comme ayant un problème et avoir besoin d'une psychothérapie, voire d'une aide médicamenteuse pour certains. C'est ce qui va garantir aussi l'amélioration. Alors, comment situer le borderline entre le bipolaire et, par exemple, le pervers narcissique? Alors, dans la bipolarité, il y a quelque chose, on va dire, je dirais, qui s'inscrit dans le temps aussi. Il y a souvent plusieurs épisodes, notamment dans la bipolarité assez classique, d'alternance entre dépression et, je dirais, phase d'excitation psychique, qui va s'inscrire comme ça dans des cycles en tant que tels. Mais or, on va dire, ces phases-là, c'est des personnes qui ont une vie relativement normale. Je dis ça en dehors des épisodes. Alors que dans la problématique borderline, ça a tendance à envahir la vie entière. Alors, bien sûr qu'il y a des pics aussi, mais il y a quelque chose qui demeure. Il y a, voilà, dans la problématique de fond. Donc ça, c'est une différence quand même importante par rapport à ces dimensions-là, par rapport à la bipolarité notamment. Par contre, on retrouve des fluctuations d'humeur, parfois des passages à l'acte. C'est pas toujours si simple que ça de pouvoir les différencier. D'ailleurs, parfois, on voit cette frontière qui bascule chez certains, effectivement. Donc, l'autre question, c'était par rapport à la perversion narcissique. À la différence de la perversion narcissique, par exemple, c'est que chez le pervers, il y a un vrai plaisir, une forme de jouissance à faire le mal, entre guillemets, à détruire l'autre. Ce qui n'est pas le cas chez, je dirais, le borderline, ou l'état limite, où il y a quelque part une tentative de réparation. Il y a quelque chose, même dans ses actes ou dans ses paroles, qui va chercher à réparer, à redynamiser autrement. Et il n'y a pas ce même côté qu'on peut voir aussi important de la manipulation, même s'il y a aussi des formes de manipulation chez le borderline aussi. Donc, c'est bon, on arrive sur la fin de l'émission. Que doit-on retenir sur le trouble de la personnalité borderline? Bien, déjà que ça concerne 1 ou 2%, c'est quand même pas mal de la société. Donc, qu'il peut y avoir des comorbidités, qui sont assez fréquentes,
avec une association d'addiction, souvent, de consommation d'alcool notamment, mais ça peut être autre chose, ça peut s'associer à des moments ou des phases, des épisodes dépressifs aussi, et puis toutes les caractéristiques qu'on a énoncées, c'est-à-dire l'excessivité, l'impulsivité, le sentiment de vide, les angoisses d'abandon qui vont avec, et puis je dirais, de pouvoir surtout, à un moment donné, reconnaître ces difficultés. Alors souvent, c'est l'entourage qui le reconnaît, et de pouvoir accepter d'être aidé dans la durée. Ça, c'est tout à fait important pour pouvoir sortir de cette mauvaise passe. Merci Doc Seb. Sébastien Garnero, docteur en psychologie, sexologue et hypnothérapeute. On se retrouve très rapidement dans une prochaine émission, Doc Seb. Merci Christy et à tous nos téléspectateurs.